pour ce webinaire sur les blessures physiques et la santé mentale. Je suis très bien accompagné aujourd'hui. Je vous les présente sous peu. Avant, peut-être juste vous rappeler, je m'appelle Samuel Bélanger-Marceau, comme vous et 40 autres participants aujourd'hui. Je suis conseiller en développement global des étudiants athlètes à l'Alliance Sport-Études, donc je m'occupe de tout ce qui est dans les enjeux autour de l'étudiant athlète dans son parcours, entre autres la santé mentale. Simplement vous rappeler que ce webinaire-là, c'est à travers la série de webinaires de l'Alliance Sportive sur la santé mentale des étudiants athlètes, qui s'adresse principalement aux intervenants psychosociaux des établissements d'enseignement supérieur, cégep, université. On élargit le groupe, on a partagé un peu plus loin, mais sachez que le webinaire est d'abord conçu pour les intervenants dans le milieu scolaire, mais c'est sûr que si le sujet vous intéresse, on est bien content de vous avoir avec nous. C'est sûr que des fois, on va peut-être parler un langage qui est plus fait pour les intervenants, mais à vous de l'adapter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Donc, je commence en vous présentant Véronique Carmel, qui est une physiothérapeute qui a gradué à l'Université McGill et diplômée en physiothérapie du sport. Elle a travaillé auprès de plusieurs équipes sportives, dont l'équipe de soccer à l'Université McGill. Elle a été ensuite physiothérapeute à l'Institut national du sport du Québec, principalement des équipes de patinage de vitesse courte piste de 2010 à 2020. Elle travaille maintenant à une clinique privée chez Sport Physioform à Boucherville et se distingue notamment par son approche interdisciplinaire et centrée sur le patient. Donc, merci Véro d'être présente avec nous. Puis mon autre collaboratrice que je vous présente, c'est Lara Pomerleau-Fontaine, qui est une étudiante de troisième année au doctorat en sciences de l'activité physique à l'Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche se concentrent sur la santé mentale des athlètes en développement. En parallèle à ses études, elle exerce en tant que consultante en performance mentale. Elle a acquis d'expériences significatives en travaillant avec des athlètes au niveau collégial, universitaire, mais aussi semi-professionnel. Donc, merci à vous deux d'être là. Merci à toi pour l'invitation, Samuel. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on vous parle de santé mentale et santé physique ensemble. Pourquoi? Ben parce que le facteur des blessures a été vraiment identifié auprès des athlètes comme étant un facteur important affectant la santé mentale, qu'on va pouvoir développer plus largement avec vous. Et ben, Lara, je te passe la parole pour nous parler de données au Québec, justement, là, qui s'en vient par rapport à ça. Mais oui, certainement. Dans le fond, pour vous mettre un peu en contexte, l'année passée, on a commencé avec un groupe de chercheurs à regarder un peu, on était intéressés à regarder c'est quoi les facteurs qui influençaient la santé mentale des athlètes en développement. Donc, l'année passée, on a collecté des données au sein de cette population au complet au Québec. Puis, ça nous a permis d'identifier notamment la prévalence, mais aussi des facteurs, comme j'ai mentionné, et un facteur qui est ressorti à notre étude qui s'aligne avec le thème d'aujourd'hui et évidemment que le fait que les blessures a démontré que les blessures, le fait d'être blessé peuvent influencer certains symptômes de troubles de santé mentale chez nos athlètes en développement. Et qu'est-ce qui est particulièrement ressorti, c'est que les athlètes étant blessés a rapporté significativement plus de symptômes de dépression et d'anxiété de façon clinique. Évidemment, c'était un questionnaire auto-rapporté, donc c'est les athlètes qui ont rapporté être blessés, mais ça nous démontre en fait qu'il y a potentiellement un lien au niveau des athlètes en développement avec les symptômes de troubles de santé mentale. Une hypothèse qu'on peut émettre au niveau du pourquoi que c'est le cas, écoutez, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on a établi premièrement? C'est surtout peut-être le fait qu'être blessé, ça fait que les athlètes, évidemment, sont un peu plus, peut engendrer un sentiment d'isolement, d'être un peu, se sentir un peu plus déconnectés de leur sport. Puis ça fait que notamment, ils se sentent plus isolés, peut-être une perte de motivation qui peut potentiellement expliquer ces symptômes auto-rapportés. Une autre hypothèse qui a été émise, c'est aussi au niveau de l'identité athlétique. Donc, on sait qu'il y a des athlètes qui ont été compétitifs et concourent dans leur sport au niveau national, international. Puis ça fait que des fois, il y a certains athlètes qui pensent que le sport est leur vie et non une partie de leur vie. Donc, quand on se blesse, on se voit potentiellement totalement dissocié de ce qui est supposé être complètement notre vie. Donc, les athlètes ayant un peu plus ce rapport d'identité athlétique fort, évidemment, on a, évidemment, ça peut rapporter en effet peut-être une explication potentielle des symptômes de dépression et d'anxiété que nous avons observés dans notre étude.
Autrement dit, comme vous pouvez voir sur la diapositive, on voit que les athlètes non blessés rapportent un niveau de bien-être plus élevé en comparaison aux athlètes qui sont blessés, ce qui s'aligne évidemment puisque avec qu'est-ce que je disais, le fait que les athlètes peuvent continuer à concourir dans leur sport, dans quelque chose qu'ils aiment. Et finalement, ça a aussi été être des athlètes en réadaptation. Ils ont démontré, en réadaptation étant faisant partie, faisant une thérapie pour revenir au jeu, ont démontré une augmentation de l'intensité des symptômes d'épuisement. Donc, épuisement sportif étant, parenthèse, burn-out. Une explication potentielle étant évidemment le fait qu'il faut que ces athlètes-là jonglent une demande additionnelle. On se rappelle qu'ils vont à l'école, qu'ils doivent continuer à aller notamment aux entraînements lorsqu'ils sont blessés, mais en plus, ils doivent suivre un programme de réadaptation qu'ils doivent en fait inclure en amont avec toutes les autres demandes qu'ils ont en étant blessés, ce qui pourrait potentiellement expliquer l'augmentation des symptômes d'épuisement sportif que nous avons observés. Cependant, encore une fois, ceci sont des hypothèses, mais je pense que qu'est-ce qu'on peut prendre de cette étude-là, c'est qu'il semble avoir un lien évidemment entre les blessures et les symptômes de troubles de santé mentale chez nos athlètes en développement. Merci Lara pour cette belle introduction sur le sujet. On voulait vous la faire un peu avant de présenter un peu la présentation, mais on poursuit dans le fond. On va d'abord vous parler bon, c'est quoi les caractéristiques d'une blessure, qu'est-ce qu'on doit remarquer comme intervenant psychosocial. Ensuite, on va vous parler des facteurs psychologiques en prévention de blessures. Donc, on va voir aussi que la santé mentale est aussi à cet endroit-là. On va vous parler de la situation de blessure, d'impact sur la santé mentale, puis on va vous parler des interventions possibles. On va aussi avoir une période de questions à la fin. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas là, vous pouvez les mettre sur le chat ou on aura un moment à la fin pour y répondre. Donc, les caractéristiques d'une blessure. Donc, qu'est-ce qu'on doit considérer là, en tant qu'intervenant psychosocial? Vous n'êtes pas des spécialistes des blessures, mais qu'est-ce qu'il faut quand même se questionner? Qu'est-ce qui pourrait être pertinent à savoir? Véronique, là, je te passe la parole pour que tu puisses nous entendre. C'est parfait. Un des éléments qu'on voulait aborder d'entrée de jeu, c'est vraiment de se demander est-ce que la structure anatomique blessée, c'est si important en fait à comprendre? Puis un des facteurs dont on voulait discuter avec vous, c'est que quand les athlètes vous arrivent avec un diagnostic, avec une structure qui est blessée, même si vous ne connaissez pas exactement c'est quoi ce ligament-là, ou est-ce que c'est plus une périostite versus une fracture de stress, en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est vraiment l'impact que ça va avoir sur la performance, sur la vie de l'athlète, en fait. Donc, vraiment de pouvoir poser les questions de l'athlète pour comprendre c'est quoi les incidences que ça va avoir sur son quotidien, sur la pratique de son sport, sur sa performance. Puis, en fait, peu importe la blessure, dépendamment, il y a plein de caractéristiques qui vont avoir un impact sur la perception de cette blessure-là, puis sur la récupération pour l'athlète, donc l'importance que ça va avoir sur sa vie. Si on passe à la prochaine diapositive, on voit qu'au niveau de la gravité de la blessure, il y a plusieurs facteurs qui vont avoir une influence. Si je pense par exemple à une blessure au coude, bien, la même blessure au coude chez un lanceur au baseball va être beaucoup plus, ça va rendre son quotidien plus difficile, ça va l'empêcher possiblement de pratiquer son sport, de s'entraîner, de performer, versus la même blessure qui pourrait arriver par exemple chez un patineur qui va moins avoir d'impact sur son entraînement, sur la pratique de son sport. Il y a aussi tout le contexte de la blessure. Donc, une blessure qui va survenir à un moment où, par exemple, on est en fin de saison, où on a un peu plus de temps. L'athlète va prendre cette blessure-là possiblement plus calmement que si la blessure arrive à un moment où je suis à la veille de sélection super importante. Je suis quelques jours avant une compétition pour laquelle je m'entraîne depuis des mois, des années. C'est sûr que le contexte va être très, très différent, puis l'impact de la blessure aussi. Il y a un des exemples qui me vient en tête par rapport à ça, c'est une athlète en patinage de vitesse qui avait des entorses à la cheville de façon répétée. Donc, elle ne se souciait plus vraiment, elle savait, bon, une autre entorse, puis c'est pas quelque chose qui l'affectait tant que ça. Sauf que la même entorse qui est arrivée quelques jours avant le début des Jeux olympiques, bien, avant même d'analyser la situation, bien, quand c'est arrivé
elle hurlait, elle était en hyperventilation. Donc, c'est sûr que sa réponse à la même blessure prenait des proportions totalement démesurées avant qu'on puisse évaluer la situation puis prendre ça en charge un petit peu aussi. Donc, il n'y a jamais un bon moment pour se blesser, mais il y a quand même un impact sur à quel moment ça survient dans la saison de l'athlète, si on veut. On voulait parler aussi des blessures qui ont un potentiel de mettre fin à la carrière de l'athlète. L'athlète va évidemment avoir besoin de tout un soutien là, dans la transition. Si on pense à une blessure qui revient de façon assez récurrente ou qui ne guérit pas comme on voudrait, alors vraiment, d'avoir un petit peu là, cette pensée-là pour l'accompagnement de l'athlète à ce niveau-là, pour mettre les étapes en place dans cette transition-là. Ça me permet de faire un lien aussi avec possiblement notre sujet de webinaire de janvier qu'on va venir parler de retraite sportive, qui est un autre facteur important au niveau de la santé mentale des étudiants athlètes, donc qui est une étape qui on associée à différents symptômes de troubles de santé mentale. Donc, c'est vraiment un élément qui est vraiment à noter quand il y a une situation de blessure parce qu'on vient combiner aussi deux facteurs important. Fait que c'est un espèce de drapeau aussi qui devrait sonner à nos oreilles quand on a une situation d'une blessure qui met possiblement fin à sa carrière. On sait que ça risque d'être une période difficile pour cet étudiant athlète-là. Puis j'en profite pour parler du prochain point qu'on parlait de toute la capacité d'aller à l'école. Des fois, on oublie où il y a une espèce de mythe, des fois qu'on va se dire, ah, un athlète qui est blessé, il va avoir plus de temps, il va pouvoir se concentrer à l'école, fait qu'on s'en soucie pas vraiment. Mais la réalité, c'est que ben c'est pas aussi simple que ça. Il y a des fois la blessure à cause de la douleur peut créer des difficultés de concentration. Ou si on parle d'une commotion cérébrale, il peut amener un enjeu de vraiment être en mesure d'aller à l'école. Il y a toute la question de mobilité. Un athlète qui se blesse à une jambe, qui n'est pas en mesure de se déplacer, une session, c'est courte, vous le savez. Rater que quelques jours, une semaine, ça lui met en retard. Donc là, il faut qu'il trouve une solution rapidement pour pouvoir aller à ses cours. Donc, il y a tout cet enjeu-là. Puis, en plus de ça, la réalité que nous, on connaît plus, c'est qu'un étudiant qui se blesse, sa motivation pour aller à l'école va malheureusement pas vers le haut, mais plutôt vers le bas. Souvent, son sport le gardait motivé, même s'il était très chargé dans sa conciliation. C'est ce rythme-là qui le gardait motivé. Il va peut-être avoir tendance à procrastiner, repousser à plus tard. Donc, d'avoir une pensée pour l'école aussi, que ce ne sera pas si doux nécessairement c'est à y penser. Puis, Véro, si tu veux nous parler d'une nouvelle blessure. Oui, exact. Donc, par rapport aussi aux autres facteurs là, à garder en tête, si on a par exemple une nouvelle blessure, ben, c'est sûr que l'athlète étudiant avec une blessure qu'il ne connaît pas peut avoir beaucoup de questionnements, va passer à travers toutes sortes d'étapes, puis va se faire des scénarios aussi. Mais ça peut être aussi une situation dans laquelle l'athlète va un peu sous-estimer, va continuer de s'entraîner, puis peut même aggraver la situation. Puis dans le cas d'une blessure récurrente, ben, je peux avoir un facteur où justement l'athlète est déjà passé par là, il connaît un peu les étapes de récupération, il sait ce qui l'attend. Ça peut aussi avoir comme impact de parce qu'il sait ce qui l'attend, parce qu'il est déjà passé par là, sentir que oh non, ben, une certaine frustration par rapport à la blessure qui revient encore, puis d'avoir par rapport à le courage de passer à travers ça à nouveau, ça aussi, ça fait partie des facteurs à considérer. Ce qu'on parlait aussi d'une blessure qui va être apparente. Donc, si j'ai un athlète qu'on voit avec un plâtre, avec des béquilles, bien, spontanément, les gens vont avoir tendance à lui offrir du soutien, à lui demander comment il va, à prendre de ses nouvelles, à s'assurer de l'inclure. Si la blessure n'est pas apparente, bien, ce qui peut arriver aussi, c'est que l'athlète, ça finit par tomber un petit peu dans l'oubli. Les gens ne pensent pas à lui demander de ses nouvelles. Puis ça peut même aller jusqu'à un point où il va sentir qu'il a besoin de justifier. Comme par exemple, mais comment ça, je t'ai vu courir alors que tu ne viens pas t'entraîner avec nous? Donc la blessure non apparente, ça a des effets aussi là, par rapport à comment l'athlète va vivre cette blessure-là, puis l'importance que ça va avoir pour lui. Ouais, vraiment, c'est quand même quelque chose qui est pas si simple à s'en rendre compte ou quand on ne l'a pas vécu, mais en étant en situation de blessure, c'est sûr que il y a toute une question de culpabilité, puis on a tellement de temps aussi pour se poser des questions que ces petits éléments-là viennent faire en sorte que ça peut rajouter à ça. Puis, tu sais, si vous vous retrouvez avec un étudiant en fait qui est blessé, ben c'est le genre de moment que ça peut créer un bon lien avec lui pour s'assurer de poser ces questions-là, même s'il n'y a plus de plâtre, même s'il n'y a plus ces éléments-là, ben, il continue de vivre la situation. Mhm.
Si je continue on va parler une petite parenthèse sur tout ce qui est prédiction et prévention de blessures aussi, qui est quand même un élément. On parle du lien entre santé mentale et santé physique, mais ce lien-là se fait dans les deux sens. On pense souvent au fait que quand on se blesse, il va avoir un impact au niveau de santé mentale, mais maintenant, on comprend aussi qu'en termes de prévention de blessures, avant, on pourrait peut-être avoir tendance à seulement penser à tout ce qui était biomécanique ou comment la flexibilité de l'athlète, la force de l'athlète pour pouvoir dire, OK, ça va nous dire si l'athlète va se blesser. Maintenant, on a une approche qui est vraiment plus globale. On comprend que l'aspect psychologique aussi va venir affecter les chances de blessure. Puis Lara va pouvoir nous en parler un peu plus. Mais c'est un élément qui est important puis qui est maintenant reconnu comme quoi l'aspect psychologique est aussi un aspect de prédiction de blessure. Certainement, Samuel. Dans le fond, qu'est-ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'il y a 3 points clés de facteurs psychologiques qui peuvent influencer les blessures. En premier lieu, on parle notamment de la personnalité. Donc, il y a certains traits comme l'anxiété comme état ou la recherche de sensations fortes qui peuvent, dans le fond, influencer la façon dont l'athlète ou l'étudiant-athlète perçoit une situation comme étant stressante et donc, par conséquent, peut le rendre plus vulnérable à développer des blessures. Il y a aussi l'histoire des stresseurs. Je trouve que Véronique et Samuel l'ont vraiment bien mentionné, des athlètes qui ont déjà eu des blessures dans le passé. Ou sinon, il y a aussi des tracas dans la vie, dans leur vie quotidienne. Ça peut être des tracas avec des amis ou par rapport familial ou même au sport. Ça peut avoir une influence le développement de blessures et aussi la capacité d'adaptation d'adaptation au stress. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que ces 3 facteurs clés ont une influence sur la prise de décision et l'attention sur le terrain. Donc, je vous explique. Si on est tracassé par des choses qui se passent dans notre vie ou qu'un étudiant athlète, par exemple, vous verbalise que lorsqu'il se trouve sur le terrain ou qu'il pratique, bien, il y a de la misère à se concentrer sur le sport parce qu'il pense à toutes les choses dont il a à faire. Eh bien, qu'est-ce que ça peut avoir sur l'effet? C'est que ça peut avoir un effet sur l'attention. Donc, l'athlète sur le terrain pense à autre chose que la demande du sport et par conséquent aura tendance à se blesser plus facilement. Aussi, au niveau des prises de décision, lorsqu'on est plus stressé, ça peut amener l'athlète à prendre des décisions qui sont peut-être un peu trop tardives ou un peu trop plus tôt qu'en temps normal, ce qui peut aussi influencer le développement de blessures. Puis qu'est-ce qu'on voulait vraiment mettre l'emphase au niveau du stress? C'est que, vous voyez un peu le diagramme en haut à droite, mais qu'est-ce que on voulait vous mentionner, c'est que le stress peut venir évidemment, comme on a mentionné, de la personnalité de l'athlète, mais aussi au niveau des différents niveaux de l'athlète. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par niveau? C'est que ça peut venir de différents agents. Ça peut venir de l'école, ça peut venir des entraîneurs, ça peut venir des amis, par exemple, de la famille, mais ça peut aussi au niveau venir du type de sport, de la culture du sport, et aussi à un plus grand niveau des médias, des organisations sportives, par exemple. Donc, lorsqu'on parle de stresseurs, on veut vraiment voir que ça vient, c'est vraiment, c'est des stresseurs qui peuvent venir de partout dans l'environnement sportif de l'athlète. Mais un point clé, c'est que les stresseurs, c'est la façon dont l'athlète perçoit ces stresseurs. Donc, lorsqu'on parle de stress, c'est la façon dont l'athlète perçoit la situation comme étant stressante ou non. Et c'est pour ça que c'est un point clé, parce que c'est là qu'on peut venir faire, on va en parler plus tard, mais qu'on peut avoir un impact au niveau du changement de cette perception-là au niveau de stress. Oui, vraiment, merci Laura pour la précision. On va vous revenir avec les interventions par la suite. On y va un peu dans l'ordre de description, puis on va vous parler maintenant des périodes de blessure, donc comment qu'on peut le séparer. Puis on l'identifie en trois phases. Donc au niveau de la phase aiguë, au moment de la blessure, il va y avoir toute la période de réadaptation qu'on va vous parler. Puis ensuite, il y a l'étape qu'on revient au jeu à ce moment-là. Fait qu'on va couvrir ça tranquillement. Donc, si on commence avec la première phase que Samuel a mentionné, la phase aiguë, c'est vraiment, on inclut en fait 2 moments. Le premier moment, c'est vraiment la réaction qui va suivre la blessure. Puis ça, Véronique en a parlé un peu tantôt, ça peut inclure au niveau peut-être que si c'est jamais arrivé, de la colère. Si c'est jamais arrivé, pardon, ça peut être comme, oh non, ça va bien aller, j'ai pas encore mon diagnostic, fait qu'on verra, tu sais. Ou autrement, il y a des athlètes qui peuvent vivre des émotions
très compréhensibles, telles que la déception, la colère, la tristesse. Mais surtout, cette réaction-là va être influencée notamment par, le degré de sévérité de la blessure, puis aussi le temps de réadaptation. Mais à ce moment-là, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si on n'a pas de diagnostic. Donc, on y va vraiment avec un peu notre gut feeling, la sensation. Puis, c'est un peu ça qui va un peu déterminer la réaction de l'athlète à la blessure. Puis pendant cette phase-là, avant le diagnostic toujours, on sait que les athlètes ont tendance à se tourner pour avoir du soutien, notamment à travers diverses sources, notamment les amis, la famille, mais aussi l'entraîneur. Mais à un moment donné, évidemment, cette phase-là amène qu'on voit un professionnel, on va aller voir Véronique, un physio, puis on va aller en demander pour avoir un diagnostic. Et là, le diagnostic va peut-être entraîner une réaction différente chez l'athlète, notamment, encore une fois, comme tu mentionné, selon la sévérité de la blessure et le temps de réadaptation. Il y a des athlètes qui vont peut-être avoir le réflexe de voir ça d'une façon positive. Donc, par exemple, être capable de dire, OK, bien, par exemple, je me suis déchiré mon ligament croisé, je vais manquer ma saison, mais c'est au moins, je vais pouvoir revenir pour ma dernière saison l'année prochaine, ou je ne vais pas manquer telle sélection pour telle compétition, je vais avoir le temps de me préparer. Ils vont être capables ils vont voir ça de cette façon-là, puis ça va un peu, leur réaction va relativement, OK, on continue, on va y arriver. Tandis qu'il y a d'autres athlètes qui peuvent réagir un peu plus, qui peuvent être déçus. C'est normal, tu sais, quand on apprend qu'on est pour une longue période de temps, du moins, tu sais, on peut pas pratiquer le sport qu'on aime pendant une longue période de temps, mais on peut avoir des émotions comme une impression de décevoir les autres, de laisser tomber son entraîneur, ses coéquipiers. Tu sais, des fois, il y a des parents qui contribuent grandement financièrement, mais tu sais, je devrais être capable de concourir parce que, tu sais, ces personnes-là me donnent tellement. Donc, ça se peut qu'il y ait une influence une influence, dans le fond, par rapport à une réaction émotionnelle avec ce concours de circonstances-là, qui est encore une fois tout à fait normal. Puis qu'est-ce qu'on sait à ce niveau-là, c'est que les athlètes ont tendance encore une fois à se tourner vers leur système de soutien qui est proche, mais aussi une personne clé qui joue évidemment, encore une fois, c'est tout encore son entraîneur qui joue une très grande importance, amis, famille, etc. Et qu'est-ce qu'on voulait aussi vous mentionner, puis qui est très bien indiqué sur le diaporama, c'est que tout ce que je viens de vous mentionner, ce sont des réactions émotionnelles qui sont normales. C'est comme par exemple, il faut apprendre à connaître l'athlète aussi. Je vous donne un exemple. J'ai une athlète que j'ai suivie l'année passée, elle s'est déchirée pour une troisième fois son ligament croisé. Back to back to back, ça fait 2 ans et demi qu'elle ne joue pas son sport. Pour elle, sa réaction émotionnelle, elle a duré un peu plus que 24 heures. Il a fallu qu'elle prenne une semaine un peu pour le digérer puis qu'on établisse un plan de suivi. Donc, d'apprendre un peu pour revenir à tantôt le contexte de la blessure, à quel moment qui arrive, pour un peu identifier, identifier les émotions et la réaction émotionnelle qui peut être relativement considérée, entre parenthèses, normale. Mais aussi, la réaction peut devenir problématique. Et quand on parle de problématique, on parle de symptômes persistants, persistent sur une longue période de temps. On parle d'une aggravation des symptômes. On commence, on a une petite perte de motivation, mais ça finit que, par exemple, un mois plus tard, on n'est plus capable de se lever de son lit. Ça, c'est quelque chose de problématique. On parle aussi de symptômes excessifs, disproportionnés, mais encore une fois, il faut prendre au niveau le contexte de l'athlète, quand est-ce que ça l'arrive. Mais lorsque vous avez, c'est vraiment 3 points qui est important de garder en tête lorsque vous suivez vos étudiants athlètes pour voir comment que cette réaction émotionnelle-là change dans le temps. Samuel, je pense que tu voulais partager quelque chose. Ouais, ben peut-être, il y a quand même une difficulté des fois à faire cette ligne-là entre qu'est-ce qu'une réaction normale et qu'est-ce qui est une réaction peut-être plus problématique. Je pense que Lara, tu l'as quand même bien décrit. Des fois, dans tout ce qui était symptômes persistants, au niveau de la recherche, on n'arrivait pas à trouver quelque chose de très bien défini parce que le contexte joue tellement aussi là-dedans que c'est dur de bien le définir. Je pense que comme intervenant dans le milieu scolaire, vous n'êtes pas si près des athlètes, fait que des fois, ça peut être encore plus dur pour vous. Je pense qu'il y a quand même une certaine une réflexion à avoir. Est-ce que ça dure quand on est à plus d'une semaine? Il y a je pense qu'il faut y aller aussi avec comment l'athlète se sent, mais quand il y a une espèce de désespoir qui embarque aussi, qu'on devient vraiment plus dans une réaction problématique. Mais alors que quand c'est dans les tout débuts, ben que ça soit vraiment plus difficile, il y a quand même une certaine normalité là-dedans. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu qui est difficile à saisir, mais déjà d'amener un suivi à l'intérieur de cette situation-là, ça peut vraiment être bien pour l'athlète aussi à comprendre qu'est-ce que je vis, de le vivre, puis de voir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction.
On va continuer avec la phase de réadaptation. Est-ce que tu avais terminé, Laura? Oui, absolument. Super. Phase de réadaptation, une étape qui est vraiment liée aux intervenants, c'est le physiothérapeute. Donc, Véronique va nous en parler un peu. Parfait. Ben justement, en phase de réadaptation, en physio, on est super privilégié parce que justement, on a la chance de voir nos athlètes de façon assez régulière pour faire le suivi. On aimerait vraiment ça, que ce soit vraiment une progression constante, qu'il n'y ait jamais d'embûche, puis que ça aille toujours dans une bonne direction, puis c'est à peu près jamais le cas. La réadaptation va être influencée par plein de facteurs, mais un des facteurs clés, c'est vraiment la valeur perçue du programme par l'athlète étudiant. Donc, c'est super important qu'il sente qu'il est impliqué, qu'il comprenne ce qui se passe, vraiment qu'il comprenne les étapes qui l'attendent aussi, que ce processus-là, dans le fond, lui permette de dire son mot par rapport à ce qui est important pour lui, puis que ce soit inclus dans le plan de match. Donc ça, c'est sûr que c'est un élément qui est hyper primordial parce que si l'athlète comprend c'est quoi les enjeux, c'est quoi les étapes à atteindre, comprend comment il ne doit pas, en fait, ce qu'il doit faire attention aussi pour ne pas détériorer sa condition, ce qu'il doit faire pour l'améliorer. Au-delà de penser à est-ce qu'il fait ses exercices, ben, est-ce que c'est des exercices qui sont significatifs pour lui? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il voit l'amélioration en les faisant? Est-ce que c'est assez motivant et qu'il sent qu'il y a une belle progression par rapport à ça? Est-ce que ça lui donne envie aussi de mettre les conditions gagnantes dans sa vie pour bien récupérer, pour bien s'alimenter? Donc, tous les facteurs qu'on connaît qui vont influencer positivement son parcours en réadaptation. Comme on disait tout à l'heure, comme c'est jamais un long fleuve tranquille, ben, c'est sûr qu'il va arriver des embûches à certains moments. C'est normal qu'il y ait du découragement, mais que l'athlète soit outillé et qu'il soit en mesure justement de mettre des paramètres en place pour que cette progression-là soit la plus douce, la plus optimale possible. C'est hyper important. Il va presque automatiquement avoir des phases de frustration aussi parce qu'il est en dehors de son sport, ça limite beaucoup. Donc, vraiment essayer d'arrimer le plus possible. Puis quand on entend en physio ces frustrations-là, d'essayer de faire cheminer l'athlète pour qu'il aille chercher des ressources ou comment nous, de notre côté, on peut mettre les choses en place pour que ce soit une expérience la plus positive possible dans les circonstances. Je ne sais pas si vous voulez ajouter d'autres choses par rapport à la phase de réadaptation. Ben, moi, je pense que tu le fais bien ressortir, mais un des gros points qu'on voulait parler, c'est à quel point une phase de réadaptation physique, il y a beaucoup d'aspects au niveau de la motivation, au niveau de comment que l'athlète se sent. Un athlète qui est positif là-dedans, puis qui le vit bien, puis qui voit de vers où il s'en va tellement être différent. Puis je pense que comme physiothérapeute, c'est pas tout le monde qui va être outillé pour faire cet accompagnement-là. Puis je pense qu'il y a d'avoir, tu sais, s'il y a un athlète qui est en situation de réadaptation, puis vous questionnez à quel point j'ai une pertinence dans ce cheminement-là, ben oui, il y en a une, tu sais, parce que les physiothérapeutes de l'autre côté manquent d'outils aussi pour faire cet accompagnement-là par moment. Je sais pas si Lara, tu avais d'autres choses à ajouter. Je pense que c'était vraiment très bien élaboré. Tu sais, tu sais, d'un point de vue des athlètes, de ce que je vois souvent, puis c'est ça que je parlais tantôt à Véronique, c'est le physiothérapeute, il joue vraiment un rôle clé dans cette phase-là, au niveau de la réadaptation. C'est comme mentionné, avoir un plan clair, élaboré, ça donne un sentiment de contrôle à l'athlète. Donc, on parlait de stress, avoir un certain sentiment de contrôle, d'objectif, mais ça peut aider justement à naviguer la phase de réadaptation un peu plus facilement, du moins, là. Ouais. Puis, ben, si tu veux continuer avec la phase de retour au jeu, là. Certainement. Donc là, on voit l'athlète a vécu d'un point de vue psychologique, a vécu sa blessure, a été diagnostiqué, réadaptation, mais là, on commence à passer retour au jeu. Il peut y avoir différentes émotions lorsqu'on parle de retour au jeu. Tout d'abord, il y a des athlètes qui peuvent justement être très, très contents de revenir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué leur sport, qu'ils ont fait leur réadaptation, ils se sentent confiants. Encore une fois, le fait d'avoir développé une relation positive avec leur physiothérapeute ou pour ceux-là qui ont des chirurgies, leur chirurgien, mais le fait d'avoir le OK pour recommencer leur sport, mais ça leur donne un sentiment de confiance. Ils ont une confiance en leurs habiletés. Ça fait que ça diminue un peu les doutes ou les peurs de se reblesser. Et par la suite, ben, ça fait on est excité de revenir au jeu. Il y a des athlètes aussi qui m'ont rapporté qu'ils ont appris beaucoup sur eux autres mêmes. Tu sais, au début, c'était dur, mais on a réussi à passer au défi.
Puis on a réussi à mettre en place des outils qui nous ont permis de passer à travers ces défis-là, puis qui vaudraient la peine d'être utilisés dans le futur, si jamais pour d'autres défis. Donc, il y a un peu cette notion-là de développement de soi, de prise de connaissance, d'apprentissage qui peut ressortir chez certains athlètes, puis qui font que, crème, j'ai mon go, je fais un retour progressif, je suis prête, je me sens prête psychologiquement et physiquement à y aller. D'un autre part, il peut y avoir aussi un peu plus des tracas, encore une fois, au niveau d'un retour. Si ça fait, par exemple, il y a plusieurs fois qu'un athlète se blesse, par exemple, ben, on peut avoir, il y a des athlètes qui l'expriment, ben, j'ai peur de me blesser à nouveau. J'ai peur de faire ce mouvement-là parce que la dernière fois, ben, je me suis déchiré mon ligament croisé ou je me suis cassé la cheville. Puis c'est un sport de contact, puis ça se peut que ça l'arrive encore, tu sais. Puis c'est des tracas qui sont tout à fait normales où il peut y avoir aussi une peur de dire, OK, ben, je reviens, j'ai hâte, mais je veux vraiment, j'ai peur de ne pas être comme avant. Tu sais, ça fait telle semaine, tel nombre de semaines ou de mois que je ne joue plus à mon sport. Qu'est-ce qui va arriver si je ne suis plus comme avant? Puis ça, c'est des réactions qui peuvent arriver, qui est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, on va parler des interventions un peu, mais encore une fois, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, de mettre certaines, encore une fois, techniques qu'on va parler, mais juste pour vous mentionner, en fait, que c'est normal, puis qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour s'assurer, en fait, qu'on soit prêt psychologiquement pour revenir. Je sais, Véronique, que tu avais peut-être des expériences à ce niveau. Oui, bien en fait, c'est ça, hein, les athlètes, souvent, ils vont passer par toutes sortes d'étapes, puis c'est vrai que la plupart sont normales, puis c'est vraiment de les aider à cheminer par rapport à ça, puis de s'assurer qu'ils ils ont les éléments gagnants justement pour pouvoir prendre confiance, puis que ces étapes-là se font de façon plus optimale possible, là, définitivement. Puis, tu sais, pour tout le concept, au niveau d'être prêt physiquement et être prêt psychologiquement, il y a quand même, tu sais, je pense qu'encore une fois, dans le passé, on évaluait beaucoup au niveau physique, qui était prêt pour un retour au jeu. Maintenant, on comprend que être prêt psychologiquement, c'est tout aussi important que l'aspect physique et ils vont ensemble. Donc, c'est vraiment important. Puis on va parler d'évaluation de cette préparation psychologique plus tard, mais il y a quand même, c'est important de comprendre que ça va avoir un impact sur son retour au jeu. Puis c'est pas toujours considéré. Il y a quand même de la sensibilisation après à faire au sport. Puis il y a différentes manières de l'amener, cette opération-là. Puis il y a beaucoup de liens avec la peur de se blesser à nouveau, peur de ne pas performer. Ces pensées-là, ils vont être là depuis longtemps. La phase de réadaptation peut être longue par moment aussi. On parlait de frustration, de doute. Ça donne le temps de graver beaucoup de messages dans sa tête au niveau de ces questionnements-là. C'est vraiment quelque chose à garder en tête. Puis, si on va parler justement des interventions là, dans chacune de ces étapes-là. C'est sûr qu'on fait quand même un vol, on est assez en survol, puisqu'on aussi, comme on disait, là, c'est vraiment pour les intervenants psychosociaux, cette formation-là. Donc, il y a des éléments aussi, c'est beaucoup dans une idée de comment vous pouvez transférer des choses que vous faites peut-être dans votre travail, de l'amener au niveau des athlètes. Ben, peut-être pour parler de prévention de blessures, Lara, si tu peux nous en parler. Oui, certainement. Donc, tu sais, comme on a mentionné tantôt, il y a 3 points clés qui peuvent influencer la vulnérabilité face à développer une blessure, qui est un point clé qu'on a en contrôle, mais qu'on peut plus avoir une influence, évidemment, sur la gestion de stress. Donc, lorsque vous avez un étudiant athlète que vous voyez, puis que vous voyez qui est particulièrement stressé, puis que ça a un impact sur leur jeu. Donc, tu sais, il y a des athlètes, des fois, que vous allez voir, puis peut-être qu'il y a des tracas, il y a des sources de stress, mais dis-moi, mon sport, c'est mon safe space. C'est mon environnement où est-ce que je suis capable de m'évader, je pense à rien, je suis concentrée, ça va bien. Mais ça, c'est super, on garde ça comme ça. Si vous avez au niveau des blessures, évidemment, vous pouvez toujours cibler des interventions pour leurs sources de stress. Mais spécifiquement au niveau des blessures, on commence à se positionner lorsqu'on voit que les tracas commencent à influencer l'athlète sur le terrain, évidemment. C'est là qu'on peut commencer, premièrement, à identifier les sources de stress. Vous êtes probablement familier et familière avec les 4 sources de stress. On parle de l'acronyme CINE, perte de contrôle, imprévisibilité, nouveauté et attaque à l'ego. Donc, de prendre le temps de décortiquer c'est quoi les sources de stress de ces stresseurs-là.
Premièrement, de l'identifier, ça permet à l'athlète de reconnaître ses stresseurs et de comprendre en fait d'où il vient et par la suite de mieux cibler une intervention qui est propre à la réalité de l'athlète. Donc, on a mis sur la diaporama, par exemple, identifier les éléments que les étudiants athlètes. Ça, c'est toujours quelque chose que je recommande parce que souvent, on peut imaginer si, comme on disait tantôt, si je ne peux pas revenir au jeu et que je ne suis pas aussi bon comme avant, mais est-ce qu'on a le contrôle? Qu'est-ce que tu as le contrôle qu'on peut se concentrer qui va t'aider à atteindre tes objectifs qu'on a établis? Donc, ça, c'est une de nos recommandations. Une autre recommandation, c'est au niveau des techniques de gestion de stress et d'anxiété. C'est quelque chose qu'on veut, qui est grandement encouragé. On parle par exemple de méditation et de relaxation, donc des techniques qui peuvent être utilisées qui sont relativement très rapides. C'est au niveau de la respiration 4-4-4. On inspire en 4, on garde en 4, on expire en 4. Qui peut donner à l'athlète qui est très facilement incorporable dans sa vie de tous les jours. On peut parler de la respiration Beden, encore une fois, de la relaxation Jacobson aussi qui peut être utilisée. Donc, bref, d'utiliser des techniques de relaxation, méditation, la méditation progressive de musculation peut aussi aider, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire avec les athlètes au niveau de la prévention des blessures. Puis une autre chose qui est une de nos recommandations, c'est de la sensibilisation et de l'éducation. Donc, peut-être d'aller voir des équipes sportives et par exemple, d'offrir un atelier sur la gestion du stress. Je viens de voir dans le chat, est-ce que j'ai des techniques de méditation? Il y a la méditation, comme tu disais, de relaxation musculaire progressive, qui est particulièrement que j'aime beaucoup utiliser aussi, là, fait que vous pouvez regarder. Il y a aussi le scan corporel qui peut être aussi utilisé. C'est les deux que je vous recommanderais à ce niveau pour la méditation. Cohérence cardiaque, absolument. Absolument. Ouais, merci. Je te laisse continuer pour la phase aiguë et réadaptation. Fait que là, ce que je vous ai parlé, c'est vraiment au niveau de la prévention. Hein? Puis l'avantage de remettre, justement, de s'engager au niveau de, par exemple, cohérence cardiaque, méditation, respiration, c'est de se ramener au moment présent, de calmer notre système parasympathique. Là, par exemple, là, on traverse vers la phase aiguë et réadaptation, donc lorsqu'un athlète est blessé. Établir un bon soutien social autour de l'athlète. Tantôt, j'ai vu dans le chat qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des athlètes qui ont une appréhension que le coach par rapport au niveau du coach. Ça l'arrive régulièrement. Il y a des athlètes qui ont peur de ne plus être aimés, de plus contribuer, de décevoir le coach. C'est quelque chose qu'on encourage à avoir une bonne communication avec le coach, peut-être d'établir, de partager avec le coach leur plan de retour. Peut-être que le coach va pouvoir leur offrir un nouveau rôle au sein de leur équipe ou de leur environnement sportif. Au niveau d'une athlète que je suivais, encore une fois, ligament croisé, le coach, il savait qu'elle était pour être en réadaptation pendant 11 mois. Le coach lui a donné une espèce de rôle d'assistant coach pendant le reste de la saison, puisque c'est arrivé vraiment au début. Puis ça lui a donné, elle a vraiment aimé ça parce que ça lui a permis d'apprendre évidemment, sur son sport, des techniques tactiques, mais d'aussi contribuer d'une façon différente à son sport. Donc, c'est quelque chose qui, c'est pas toujours évident. Je sais, c'est pas les entraîneurs, la relation entraîneur-athlète, des fois, les athlètes sont vraiment réticents, mais c'est quelque chose tout de même qu'on veut encourager. Premièrement, parce que ça va démontrer à l'entraîneur que l'athlète est vraiment pas Impliqué. committed, là, mais impliqué, c'est ça, dans sa réadaptation, qui veut vraiment faire partie de l'équipe. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment encouragé, de mon humble opinion, auprès des étudiants athlètes. Donc, exactement, bonne communication, un bon soutien social avec l'athlète. Ça aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les étudiants athlètes, c'est d'établir des attentes et des objectifs. Pourquoi? Encore une fois, on en a parlé auparavant, mais c'est quoi notre objectif? Notre objectif, c'est que tu retournes au jeu, mais que tu sois aussi que tu te sentes bien dans ton environnement, que tu te sentes bien, que tu sens que tu es appris, parce qu'il y a des façons que tu peux apprendre. Oui, c'est pas comme être sur le terrain ou faire ton sport, mais mais il y a une façon que tu peux t'améliorer autrement. Puis comment qu'on peut faire ça? Donc, établir cet objectif, comment qu'on peut s'y rendre? Et c'est quoi nos attentes par rapport? Est-ce qu'on continue, par exemple, si c'est une blessure au bas du corps, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du haut du corps? On peut tout de même, mais tu peux continuer si tu fais partie d'un sport d'équipe, continuer, par exemple, à écrire c'est quoi tes jeux, les jeux d'équipe, etc. Donc,
encore une fois, ces interventions-là sont faites pour permettre à l'athlète d'être encore inclus au sein de son environnement sportif et donner un sentiment de contrôle, une possibilité de continuer à se développer et aussi, par conséquent, de contribuer à son sentiment d'appartenance parce que les blessures, c'est un peu un contrat que tu signes avec, avec le sport. Une fois que tu fais un sport, il y a une possibilité de blessure, mais tu peux continuer à contribuer et à t'améliorer d'une autre façon. Je ne sais pas si vous désirez rajouter quelque chose. Ouais, tu sais, surtout, je pense avec les derniers points, surtout que le fait que tu sais, les athlètes, souvent, leur réseau social va être à travers leur sport aussi. Fait que de les garder impliqués, ça leur permet de continuer de voir leurs amis, d'empêcher l'isolement. Je pense qu'il y a une belle logique à encourager ça. Puis malheureusement, ça se fait pas sans effort parce que un athlète blessé peut juste pas être avec l'équipe, puis il n'y en aura pas nécessairement de conséquences. Fait que, il faut aussi comme être créatif. Puis souvent, revient quand même à l'athlète et l'entraîneur de trouver des solutions, mais c'est pas toujours la première piste d'idée, donc de comme relancer un peu cette idée-là parce qu'on sait l'impact positif que ça peut avoir. Je sais pas si Véro. Absolument. Oui, clairement, c'est un lien super important. Tu sais, ça me fait penser justement cette semaine, j'ai une athlète de triathlon qui me dit: Ah, ben moi, depuis que j'ai mes fractures de stress, j'ai pas pu m'entraîner, j'ai pas de nouvelles de mon entraîneur, il m'a oublié. Puis des fois, tu sais, c'est de voir, OK, ben est-ce que tu as communiqué de ton côté? Fait que vraiment, c'est vrai que c'est pas un lien qui est facile, mais de stimuler cette communication-là qui est super importante avec les coéquipiers aussi, le réseau social qui est hyper primordial, là, clairement. Je te laisse continuer, Véro, pour nous parler un peu de. Ah, ben, en fait, c'est moi qui en parlais. Je me mêle. Mais dans le fond, en termes d'intervention au niveau du retour au jeu, mais une chose qui est un point clé, c'est au niveau de tout ce qui est retour progressif. Tu sais, en réadaptation physique, ce concept-là, il est ancré. On ramènera pas un athlète avec une fracture du jour au lendemain dans un match. Donc, il y a comme toute cette idée de progression-là. Mais tantôt, on vous parlait de tout ce qui était préparation mentale aussi à se sentir prêt à faire un retour au jeu. Mais c'est important dans ce retour progressif-là de s'incruster aussi là-dedans au niveau mental, de comprendre que si à une certaine étape, on se sent trop stressé ou on a une peur de se blesser à nouveau, mais c'est correct de réajuster notre retour progressif. Donc, Véronique, tu es habituée de travailler avec des retours progressifs. Je ne sais pas si tu as des exemples ou de nous imager un peu là, à quel point ça a un lien ensemble. Oui, ben, tu sais, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que souvent l'athlète va arriver puis va dire, ben, mon coach m'a dit que je ne pouvais pas retourner avant d'être à 100%. Mais en même temps, c'est de faire réaliser que d'être à 100%, on ne pourra pas du jour au lendemain être à 100%. Tu sais, il faut vraiment qu'il y ait des étapes. Quand tu seras complètement prêt, bien, pour être prêt, il faut que je m'expose. Tu sais, une fois la réadaptation faite, une fois mon mouvement repris, une fois ma force de retour, est-ce qu'éventuellement, tu sais, j'ai les étapes qui sont faites pour aller vers mon geste sportif? Est-ce que je peux me placer en situation où tranquillement, j'ai une situation de match avec mon équipe? Puis là, l'athlète, dans le fond, ça va aider au processus, oui, physique, de voir où on en est, puis de tester, puis de s'ajuster. Alors, s'il y a des problématiques, puis ça va souvent arriver que, exemple, il y a une douleur qui revient. Fait que là, l'athlète revient en paniquant: Oh non, j'ai eu mal, il faut que je recommence. Donc là, c'est vraiment d'évaluer avec l'athlète, puis aussi d'expliquer beaucoup que c'est normal que ton corps puisse avoir, tu sais, des réactions physiques aussi, qu'il y a de la protection qui s'installe. Alors, comment on fait pour désamorcer ça? Puis s'assurer que dans notre progression au niveau du retour au jeu, bien, qu'on adresse aussitôt un embûche, si on veut qu'on soit capable de mettre les choses en place pour être capable justement de regagner cette confiance-là, regagner cette amplitude dans cette situation-là. Puis tranquillement, ce qu'on risque de voir, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de protection, moins de douleur. Puis si l'athlète sait que, OK, ben je ressens quelque chose, mais je ne suis pas en train de me reblesser, il va moins s'inquiéter, il va moins être hyper vigilant. Alors, c'est un peu comme ça, tu sais, qu'on va arriver à refaire un retour au jeu. Puis c'est pas simplement de se dire: Ah ben OK, j'ai essayé tel type de passe, puis j'ai pas eu mal, je suis correct. Tu sais. Donc, il y a vraiment tout l'aspect, oui, physique, oui, psychologique, puis un va pas sans l'autre. Tu sais, on pourrait dire l'athlète physiquement, on fait tous les tests possibles. On est vraiment, tu sais, on se sent super en confiance, mais si psychologiquement l'athlète n'est pas prêt, on n'a pas mis les étapes pour qu'il puisse être prêt, ça ne pourra pas fonctionner de façon optimale. Mm. C'est vraiment intéressant d'intégrer les deux, puis c'est nécessaire d'une certaine manière, puis ça amène une certaine complexité aussi, puis une demande de collaboration. Euh,
justement, dans comment évaluer là, la préparation psychologique, on le voit à travers des questions. On va vous donner quelques exemples après, mais en termes d'observation, peut-être ton expérience comme physiothérapeute, Véronique, là, ou Lara, là, si tu as des exemples, mais comment on fait pour observer une préparation mentale d'un retour? Je peux commencer. Tu sais, au niveau de la préparation mentale, d'un retour progressif, souvent, moi, je préfère. Ben, c'est sûr que, tu sais, on est plus sur le terrain, là, mais c'est de poser, tu sais, l'observer, je préfère poser des questions au début. C'est comment qu'un athlète se sent, comment que. Puis les trucs, les signes qui peuvent être observés, c'est surtout de l'hésitation. Puis, on regarde un peu à l'athlète, comment que l'athlète était avant. Tu sais, mettons, si c'était quelqu'un d'explosif, tu sais, de compétitif, qui allait à 150 puis là, tout d'un coup, on voit qu'un athlète qui est beaucoup plus hésitant. Ça, c'est un signe, dans le fond, qu'un athlète n'est pas nécessairement, du moins d'un point de vue psychologique, prêt à revenir. Tu sais, ou peut-être que physiquement, peut-être c'est que il veut pas trop dire, mais il a encore mal, tu sais. Fait que moi, j'irais beaucoup dans l'hésitation au niveau des facteurs à observer de son jeu, de son incorporation au niveau de son équipe ou de son sport. Puis ça, c'est des bons facteurs à regarder spécifiquement. Je sais pas, Véronique, si tu avais autre chose à Hein, au niveau inclure. physiquement, on va avoir des compensations, des mécanismes de protection qui peuvent être là, tu sais, de façon réaliste, autant en physio que tu sais, tout l'aspect plus santé mentale. On ne pourra pas nécessairement être là pour le voir, mais on peut demander à l'athlète de peut-être de voir avec son entraîneur, tu sais, est-ce qu'il remarque des différences. Ça peut être par des vidéos, tu sais, il y a plein de façons que nous, on peut observer, disons, en clinique. Tu sais, des fois, je vais demander, OK, ben amène-moi une vidéo ou montre-moi à quel moment tu t'es senti moins confiant pour qu'on puisse voir physiquement comment on peut travailler ça pour vraiment gravir ces échelons-là. Donc, c'est toujours un travail là, un petit peu en équipe, puis on essaie d'être créatif par rapport à ça. Ouais, puis tu sais, des différentes questions qu'on peut poser à l'athlète. Il y a certains questionnaires qui existent à ce niveau-là pour évaluer. Tu sais, je pense que principalement, c'est de poser différentes questions. Tu sais, Lara le mentionnait, est-ce que tu te sens confiant? Est-ce que tu sens que tu es au même niveau de confiance qu'avant? Est-ce que tu as envie d'être là? Est-ce que tu es excité? Tu sais, c'est quand même des signes qu'on veut retrouver. Peut-être aussi penser à la raison pourquoi, tu sais, poser la question pourquoi tu fais ton retour au jeu là. Est-ce que c'est parce qu'il y a une compétition en fin de semaine puis tu veux pas laisser tomber tes coéquipiers, ton entraîneur, ou c'est parce que tu te sens vraiment prêt? Puis, tu sais, d'avoir une ressource à l'externe, tu sais, l'entraîneur, qu'il le veuille ou non, va avoir un certain billet puis il va une volonté d'aller vers son alignement complet au match. Donc, l'athlète va toujours s'adapter à cette personne-là. Donc, une ressource qui est un peu plus loin du terrain, c'est un avantage dans ces moments-là pour qu'il y ait un espace pour parler. Ben, moi, je suis pas sûr, je suis prêt à 100%, parce que là, il y a le match est important, puis je vais y retourner, puis d'avoir cet espace-là de sécuritaire pour pouvoir en parler, ça peut faire une grosse différence pour un athlète. Et je vois le temps défiler. Si on va avoir un petit peu de temps de questions, là, je vous parle rapidement de juste au niveau de la demande d'aide, un petit rappel, on vous en avait parlé au niveau de dans le premier webinaire à quel point c'est un obstacle chez les étudiants athlètes, chez les étudiants aussi quand même standard, là, c'est vraiment une difficulté d'aller chercher de l'aide. Les étudiants athlètes ont des barrières spécifiques aussi à eux. Les gros éléments qui ressortent, c'est beaucoup le manque de temps, le manque de connaissances. Tout ce qui est stigma est vraiment important. Encore plus dans les situations de blessure, on est dans une situation des fois de culpabilité, une situation de vulnérabilité aussi. On est déjà dans une position qu'on a démontré certaines faiblesses. On va avoir peut-être moins tendance à vouloir chercher de l'aide à ce moment-là. On voyait quand même dans les données scientifiques qu'il y a une volonté d'aller chercher dans le soutien social. Donc, on voit quand même que les athlètes semblent aller se soutenir auprès de leurs amis, leurs parents. Donc, c'est quand même bien. Mais au niveau d'un aide psychologique, ça semble être un défi plus haut. Peut-être d'avoir en tête cette pensée-là de prévention, de venir parler de blessures avant la saison pour identifier que c'est des moments que ça serait une bonne étape pour aller chercher de l'aide, que ça peut aider à la réadaptation. Donc, de garder ça en tête, on pense que c'est bien important de le faire. Puis peut-être un petit tour rapide là, des points clés, mais vraiment, je pense que le message qu'on voulait vous lancer aujourd'hui, c'est que blessures physiques, santé mentale sont inséparables.
un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours des éléments qui vont venir se mêler au niveau de la santé mentale, qu'on le veuille ou non, que ce soit en prévention de blessures ou durant les situations de blessures ou dans le retour au jeu. Puis, je pense qu'on vous a parlé des différents là, des caractéristiques d'une blessure. Le simple fait d'être plus au courant de comment ça peut affecter l'athlète, ça va vous amener à peut-être à être plus sensible à ce que l'athlète vit, trouver des fois le bon mot pour l'accrocher, puis de pouvoir y offrir de l'aide. Puis on vous a parlé de différentes interventions possibles, là, autant avant et après la blessure que si vous souhaitez mettre en place aussi, on peut vous guider, vous pouvez communiquer avec moi, puis on peut vous aider à trouver des ressources pour vous aider là-dedans. Ça crée des fois une porte d'entrée avec le milieu sportif de votre collège ou université. Peut-être juste avant les questions, je vois qu'il y avait une question dans le chat, donc n'hésitez pas à en écrire dans le chat, on va prendre un peu de temps pour y répondre, mais je veux juste remercier là, Lara et Véronique là, d'avoir vraiment contribué à la présentation. Ils ont mis beaucoup de temps, on a fait beaucoup de travail quand même en arrière pour s'assurer de donner des informations qui étaient vraies et qui allaient vous être bien adaptées à vous autant que possible. Donc, un gros merci à vous deux. Puis merci à tout le monde d'avoir été présent en grand nombre. Je voyais une question tantôt, je la lance. Et là, elle est montée, je ne la vois plus. Excusez, ça sera pas long. Donc, il y a aussi une réaction contraire. L'élève évite le groupe. On parlait dans des situations de blessure, là. Évite le groupe, ne pas se présenter sous prétexte de lui faire plus de peine, donc tu sais, qui a un souhait d'être à l'écart du groupe. Comment vous voyez ça, ces situations-là, et comment vous géreriez ce moment? Peut-être pas une question Est-ce facile. que veux-tu y aller, Véronique, ou Je te laisse peut-être prendre la parole là-dessus. Oui, certainement. Et tu sais, c'est sûr que c'est important d'écouter au début l'athlète. Tu sais, je pense que tout le monde réagit de façon différente à une blessure. Puis à un moment donné, si l'athlète a besoin d'un peu de temps pour se retirer, puis de dire, OK, genre, j'ai besoin juste de digérer la nouvelle, c'est quelque chose qu'il faut écouter. On peut pas pousser l'athlète à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Ça, c'est absolument, tu sais, il faut suivre son rythme à la personne, évidemment. Mais à un moment donné, je pense que j'arriverai, tu sais, après quelques temps, encore une fois, je demanderai à l'athlète pourquoi, puis qui identifie les raisons que je pense que vous avez mentionnées qui étaient quand même éclairées, puis peut-être demander, mais comment ça tu sais, ça t'aide dans ta réadaptation? Tu sais, comment que ça t'aide de te retirer, par exemple, puis d'arriver, puis de dire, pour l'objectif final, mettons, c'est de retour au jeu à 100%, je sais pas si c'est un sport d'équipe, mais tu sais, comment que ça t'aide? De le laisser un peu réfléchir parce que l'objectif du soutien, c'est d'avoir une réadaptation qui, tu sais, avoir le soutien social, ça a démontré que ça l'aidait. Fait que, comment que ça t'aide de te retirer de ton sport pour atteindre ton objectif? C'est de le laisser cheminer un peu. En tant qu'intervenant, je crois pas qu'on peut, puis même moi, je passerai jamais à l'intervenant s'il voudrait pas, mais il faut que c'est poser une question, demander, on veut établir un plan optimal pour t'aider, puis pour que tu te sentes bien. OK? Puis c'est de naviguer un peu dans cette avenue-là pour par la suite que l'athlète réalise de lui-même que oui, peut-être que, tu sais, mes coéquipiers veulent me voir. Tu sais, les coéquipiers, ils aiment tu sais, des athlètes blessés pareil, même s'ils ne battent pas, là, tu sais. Fait que c'est juste d'entretenir ces liens-là, ces relations interpersonnelles-là, juste pour son bien-être. C'est comme ça que j'approcherais la situation. Ouais. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Je pense que c'est vraiment pertinent. Je voyais aussi, on a eu un commentaire ici, là, avez-vous remarqué une plus grande instance de blessures dans des périodes de grand stress, fin de session, match important? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué? Personnellement, j'ai pas de données, je peux pas vous dire. J'aimerais ça vous donner une Je pense, statistique. Je pourrais pas vous dire. Je pense que, encore une fois, les situations de stress, c'est encore une perception face au stress. Fait que ça dépend vraiment. Tu sais, si vous avez une équipe qui est dans un environnement ou qui est dans une culture de no pain, no gain, il faut performer à tout prix. Ça se peut qu'il y ait des situations comme ça ou de grand stress
peut-être qu'il y a une augmentation, c'est vraiment une de mes hypothèses, là, je pense pas qu'il y a de données qui soutient ça, mais tu sais, une plus grande situation de stress, de perception de stress, potentiellement, peut-être qu'il y aurait une plus grande, un plus gros risque, mais c'est pour ça que c'est important d'aller vraiment gérer tu sais, dans l'environnement, de s'assurer qu'il y ait tu sais, une normalisation, que les athlètes se sentent écoutés pour peut-être minimiser ça, mais je pourrais pas vous dire selon les données que j'ai, puis mon expérience personnelle, malheureusement. Je dirais que j'ai pas de données précises non plus par rapport à ça, mais clairement, tu sais, dans des périodes où il y a des enjeux importants, est-ce qu'il y a plus de blessures ou l'interprétation, la perception, la place que la blessure va prendre ou que la douleur va prendre ou l'inquiétude que ça va engendrer prendre la place? Moi, c'est mon quotidien, je dirais, là. La plupart du temps, les gens qui vont consulter, par exemple en clinique, ben souvent, il y a une course qui est pas loin, il y a une compétition pas loin. C'est rare que c'est de la pure prévention ou tu sais, que c'est une blessure qui commence à s'installer, là. Puis même dans le quotidien avec les athlètes, c'était pas mal toujours le cas. Puis on finissait par connaître aussi les athlètes. Il y en a qui, bon, tu sais, on évalue la situation, puis on se calme par rapport à ça, puis on se met un plan en branle là, pour être sûr qu'on met les étapes. Mais je dirais que cliniquement, d'expérience, oui, c'est souvent une période où les blessures, du moins, prennent de l'ampleur, là. J'aurais eu tendance à aller dans le même sens. Je pensais que mon passé de patineur aussi, l'infirmerie était bien pleine la semaine avant des essais olympiques. Des grosses semaines. Je vois qu'il y a une main levée. Je sais Oui, moi, en fait, depuis le début, là, ça me, j'ai comme j'ai un suivi avec un étudiant, puis ça me questionne parce que c'est sûr que, bon, moi, je suis psychoéducatrice, j'ai des suivis plus individuels et, par exemple, je constate, là, j'étais pas au courant de ça, mais j'apprends aussi qu'il y a certains sports où est-ce que les athlètes ont vraiment beaucoup de blessures, là. Je pense au football, par exemple, là, où, puis, tu sais, juste toutes les blessures qu'il y a eu, ça m'a pris une feuille de cartable au complet la noter, puis il y avait comme une genre de banalisation. Puis là, il revient me voir, il est encore blessé, mais tu sais, ils sont plusieurs dans son équipe, il y a beaucoup de blessures. C'est comme quelque chose qui est normal. Puis tu sais, tantôt, vous disiez que, tu sais, c'est sûr que quand tu décides de faire un sport, ben, les blessures, ça fait partie. Je pense que certains sports où est-ce qu'ils en ont plus, puis où est-ce qu'il y a comme quelque chose que, ben, c'est normal, ça fait partie de la game. Sauf que, c'est ça. Donc, y a-tu... je ne sais pas, moi, je trouve ça un petit peu épouvantable, la quantité de blessures que, tu sais, ils peuvent avoir, là, quand que je suis comme au courant des dessous du sport, tu sais, puis pas juste au collégial, mais tu sais, souvent, ils ont commencé tôt. Ils accumulent les blessures aussi avec le temps. Puis, je ne sais pas, il y a différentes mentalités, en fait, là, au niveau des blessures, puis de vivre avec. Puis, tu sais, même moi, comme intervenante, je trouve ça quand même un petit peu intense. Puis, tu sais, puis là, je sens comme de l'ambivalence entre, c'est normal, mais tu sais, quand c'est humide, je suis raquée de tous mes doigts, puis je me les ai toutes foulées une fois, là. Je me demande de quoi je vais avoir l'air, mais que j'ai 70 ans. Ben, il y a quand même une réalité, là, aussi, qu'à un moment donné, ils se rendent compte que, tu sais, le corps, ils vont l'avoir pour toujours, hein. Puis, en tout cas, il y a comme ça, moi, je trouve que je trouve difficile à intervenir parce que c'est ça. Une espèce d'ambivalence entre c'est normal, puis en même temps, c'est-tu vraiment si normal que ça? Véronique, est-ce que vous voulez y aller? Oui, ben, mettons, moi, le défi, tu sais, en tant qu'intervenante avec des athlètes, c'est vrai. Tu sais, il y a plusieurs sports qui ont des réalités différentes. C'est vrai qu'il y a une normalisation de la blessure aussi. Puis parce que tout le monde en a autour, ça devient comme un peu normal, mais ça devrait pas. Moi, c'est sûr que j'essaie de toujours de me ramener à ma responsabilité de la santé de l'athlète. Fait que, tu sais, j'ai énormément de travail d'éducation à faire, puis ultimement, c'est l'athlète qui va prendre sa décision, mais je considère que c'est quand même mon rôle de l'informer, de l'éduquer, de lui mettre en place un petit peu qu'est-ce qui peut l'attendre avec ça. Puis bon, tu sais, oui, j'ai eu 8 fixations d'épaule, ben ça se peut qu'éventuellement, il y ait une fracture, ça se peut qu'éventuellement, il y ait une atteinte du plexus brachial, puis, fait que, tu sais, je ne veux pas nécessairement leur faire peur, mais j'ai quand même ce rôle-là, puis des fois, c'est tentant, puis on se laisse influencer parce que les athlètes nous disent, parce que c'est à la normale, ou parce qu'eux, ben, prennent ça un peu à la légère. Mais j'essaie toujours de me ramener à cette importance-là de sa santé à long terme, puis du moins de lui mettre ces informations-là en tête. Mais c'est un défi, vraiment. C'est un bon point.
Oui, parce que depuis le début, moi, c'est ça j'avais comme envie de l'apporter parce qu'on parle des symptômes dépressifs, de l'anxiété. Puis, ben, je l'ai un petit peu vu, mais là, admettons, ce qui me dérangeait un peu, c'était plus la banalisation. Tu sais, l'espèce de pensée magique, des fois, qui traîne encore de l'adolescence, là, que même quand ils sont collégiales, puis que c'est comme, ah, c'est pas grave, sauf que là, tu sais, ils accumulent les blessures, puis là, ouh, tu sais, moi, je regarde ça, puis je fais, OK, t'as peu, là, c'est normal pour le sport, c'est correct, mais tu sais, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient chercher, je pense, puis merci du commentaire, ça m'aide. Puis, tu sais, si je peux un peu ajouter, tu sais, mettons au niveau d'un point de vue plus psychologique, évidemment, là, tu sais, être blessé, ça prend de l'énergie. Tu sais, c'est dur, là, tu sais, ça doit être fatigant, là, tu sais, d'être toujours blessé, d'avoir un corps, puis tu sais, il s'entraîne à un haut niveau quand même, là, tu sais, puis de peut-être juste dire ça, puis tu sais, pour performer ou pour être bien, il faut de l'énergie, puis le fait que ça soit toujours blessé, que ça soit récurrent, puis qu'on banalise, mais ça doit être difficile. Ça doit pas être facile de se lever tous les matins, comme ça a mentionné, puis avoir le corps, genre, raqué, mais ça l'influence aussi sa manière qu'il va performer, puis son humeur. C'est sur le terrain de football. Fait que des fois, juste comme leur poser cette question-là, sont comme, ouais, c'est pas toujours facile. Tu sais, puis là, c'est comme, OK, là, ça trotte un peu dans la tête, puis c'est un peu de ça tu sais, que vous voulez faire, tu sais. Fait que, si jamais ça peut aider un peu. Merci beaucoup pour cette question-là. C'était vraiment intéressant. Je pense j'ai envie d'ajouter aussi que c'est vraiment compliqué parce qu'on arrive aussi dans une culture. Puis je pense que comme intervenant, on essaie de vous sensibiliser à la réalité des étudiants athlètes parce que des fois, une personne externe arrive avec un regard tellement différent, qui est vraiment pas faux, mais qui est tellement différent de l'athlète que l'alliance entre l'étudiant et vous, des fois, va être difficile à créer. Je pense que d'amener ce regard-là, éventuellement, je pense que ça peut être intéressant. Mais s'il est amené trop tôt, je pense qu'il y a un enjeu on va le perdre parce que à travers le groupe, quelque chose qui croit depuis longtemps, il venir y briser ça dès les premières rencontres, je pense que c'est vraiment peut-être une trop grosse étape pour, et puis ça, c'est mon humble avis, là, mais je pense qu'il y a un enjeu là de parler le même langage, puis peut-être d'influencer à long terme que de penser comme casser une croyance qui est présente depuis longtemps. Je pense que dans le sport, en tout cas, en patinage de vitesse dans lequel je participais, il y avait beaucoup de commotion cérébrale. Et une commotion cérébrale, c'était un lundi matin. Là, il y a chose que maintenant, avec toute la sensibilisation, on comprend que ça n'avait pas de sens, mais c'était pas intelligent, mais quand on est dedans, il y a une certaine logique. Merci beaucoup. Je veux pas trop, on a déjà dépassé un peu de 1 heure, donc merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci de votre intérêt, puis je vais envoyer les documentations là, dans les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Très pertinent.